Des enfants mettent leur mère de 68 ans à la porte sous la pluie. Ce qui s'est passé ensuite les a laissés sous le choc. La nuit du 15 mars a commencé comme n'importe quelle autre, mais elle s'est terminée d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Une femme de 68 ans nommée Elena marchait seule dans les rues détrempées de la ville, traînant une valise décolorée, tandis que la pluie frappait son visage comme de petites aiguilles de glace. Ses mains tremblaient, non seulement à cause du froid pénétrant, mais à cause de quelque chose de bien pire, la trahison des 3 personnes qu'elle avait aimées plus que sa propre vie. Ce que ses enfants lui ont fait cette nuit-là était si cruel que lorsque l'histoire a éclaté, toute la ville a été sous le choc. Mais le destin leur réservait une leçon qui changerait leur vie à jamais. C'est une histoire vraie qui vous fera réfléchir sur la véritable valeur d'une mère. Avant de poursuivre ce récit qui vous émouvra jusqu'aux larmes, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous laisser un commentaire pour nous dire depuis quel pays vous nous suivez. Que vous soyez en France, en Belgique, au Canada ou ailleurs, nous serions ravis de le savoir, car ces histoires s'adressent à tous ceux qui connaissent le sens de l'amour véritable et de la famille. Maintenant, voyons ce qui est arrivé ensuite, car ce jour-là a changé leur vision du monde pour toujours. Elena Moral était mère depuis l'âge de 23 ans. Elle se souvenait parfaitement du jour de la naissance de son premier fils, Thomas. L'accouchement avait été difficile, 18 heures de travail, mais quand elle l'avait enfin tenu dans ses bras, elle avait su qu'elle donnerait sa vie entière pour ce petit être. 2 ans plus tard, Patricia est arrivée, puis 3 ans après, le cadet, Ricardo. Chacun d'eux avait été une bénédiction, du moins c'est ce qu'elle a cru pendant de nombreuses années. Son mari, Alexandre, était un homme bon mais à la santé fragile. Il travaillait comme comptable dans une petite entreprise, mais son salaire suffisait à peine à couvrir les besoins vitaux de la famille. C'est pourquoi Elena a toujours dû travailler elle aussi. Pendant des années, elle a travaillé comme couturière à domicile, passant des nuits entières devant sa machine à coudre pour payer les uniformes scolaires, les sorties scolaires, ou pour offrir ne serait-ce qu'une part de gâteau pour leurs anniversaires. Elena se rappelait avec précision ces nuits où elle restait éveillée jusqu'à 3 heures du matin pour finir des robes de mariée, les doigts gonflés à force de coudre et les yeux rouges de fatigue. Pourtant, elle gardait toujours le sourire, car le lendemain, elle pourrait acheter à Thomas les chaussures de sport qu'il voulait tant, payer à Patricia ses cours de danse ou emmener Ricardo chez le médecin quand il avait de fortes fièvres qui l'empêchaient de dormir d'inquiétude. Les années ont passé et les enfants ont grandi. Elena a vieilli prématurément, comme ces femmes qui portent trop de poids sur leurs épaules. À 45 ans, elle avait déjà des cheveux blancs. À 50 ans, ses mains portaient déjà les marques d'un travail acharné. Mais elle ne s'est jamais plainte. Chaque ride sur son visage était une médaille d'honneur. Chaque douleur articulaire était le prix qu'elle payait volontiers pour voir ses enfants grandir sains et heureux. Quand Thomas a eu 18 ans, il a voulu étudier la gestion en université. Les frais d'inscription étaient exorbitants pour Elena et Alexandre. Elena a alors vendu sa seule bague en or, un héritage de sa grand-mère, pour payer le premier semestre. Elle a fait des heures supplémentaires, cousant même le dimanche pour maintenir Thomas à l'université. 4 ans plus tard, lors de la remise des diplômes, Elena a pleuré de fierté. Chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque repas qu'elle avait sauté pour que son fils puisse manger en valait la peine. Patricia s'est avérée être une enfant difficile. À 16 ans, elle est tombée amoureuse d'un garçon rebelle qui l'a entraînée dans les ennuis, et elle est tombée enceinte à 17 ans. Beaucoup de familles auraient rejeté leur fille dans une telle situation, mais pas Elena. Elle a pris Patricia dans ses bras et lui a promis que tout irait bien, qu'elle la soutiendrait coûte que coûte. Elle a tenu sa promesse, aidant à élever sa petite fille pendant que Patricia terminait ses études, gardant le bébé chaque nuit et se privant pour que sa fille mange à sa faim pendant la grossesse. Ricardo, le plus jeune, était sa plus grande source d'inquiétude. Dès l'adolescence, il s'est montré irresponsable, changeant sans cesse d'emploi et ayant toujours des problèmes d'argent. Elena devait constamment le secourir. Quand il a perdu son appartement faute de loyer, elle a même contracté un prêt auprès d'un usurier pour l'aider, mettant 2 ans à rembourser cette dette en sacrifiant ses propres besoins. Il y a 6 ans, Alexandre est mort d'un infarctus soudain. Elena était dévastée. Ils étaient ensemble depuis 42 ans et avaient affronté toutes les tempêtes main dans la main. À sa mort, Elena a eu l'impression qu'une partie d'elle s'éteignait. Mais ses enfants étaient là, du moins en apparence.
Aux funérailles, Thomas lui a promis qu'elle ne serait jamais seule. Patricia lui a juré de toujours prendre soin d'elle. Ricardo, bien que plus distant, lui a dit qu'elle pourrait toujours compter sur lui. Les premiers mois furent terribles, Elena se sentait perdue dans cette maison devenue trop grande et trop silencieuse. Peu à peu, elle s'est adaptée, vivant d'une petite pension et de ses maigres économies. Ses enfants lui rendaient visite, mais de moins en moins souvent. Thomas invoquait des réunions importantes, Patricia était prise par sa propre famille, et Ricardo disparaissait pendant des semaines. Elena tentait de se rassurer en se disant qu'ils avaient leur propre vie, mais le vide grandissait. Parfois, elle appelait Thomas juste pour entendre sa voix, mais il abrégeait toujours la conversation. Patricia répondait de temps en temps, mais leurs échanges restaient superficiels. Ricardo, lui, ne répondait presque jamais. Il y a 8 mois, la vie d'Elena a basculé. Un matin, elle a été prise d'un vertige intense et s'est effondrée sur le sol de la salle de bain. Elle s'était fracturé la hanche. Elle est restée là, au sol, pendant 2 heures à hurler de douleur avant de pouvoir atteindre son téléphone pour appeler les secours. L'opération fut lourde et coûteuse. Les médecins l'ont prévenu qu'à son âge, la rééducation serait longue. Elena a épuisé ses économies pour les soins et a dû appeler ses enfants à l'aide, tant sur le plan financier que physique. Thomas lui a prêté de l'argent, mais avec un ton glacial, celui d'un banquier exigeant des intérêts, oubliant que sa mère avait vendu son or pour ses études. Patricia est venue s'occuper d'elle pendant 3 semaines, mais n'a cessé de se plaindre, traitant sa mère de fardeau et disant que son mari s'agaçait de son absence. Elena faisait tout son possible pour ne pas déranger, malgré la douleur, mais Patricia a fini par partir en disant qu'elle devait faire passer sa propre famille en priorité. Ricardo n'est jamais venu. Il a ignoré tous ses messages désespérés. Elena a dû engager une infirmière, ce qui a fini d'engloutir ses économies. 3 mois plus tard, elle pouvait enfin remarcher avec une canne. Elle pensait que le pire était derrière elle, mais elle se trompait lourdement. Un samedi après-midi, ses 3 enfants sont arrivés ensemble chez elle. Elena s'en est réjouie, pensant partager un moment chaleureux comme autrefois. Elle a préparé du café et des biscuits, mais en s'installant au salon, elle a remarqué la froideur dans leurs regards. Thomas a pris la parole en premier. Il lui a annoncé qu'ils avaient pris une décision importante pour son avenir. Elena a écouté avec horreur, il prétendait que la maison était trop grande et dangereuse pour elle. Il voulait la vendre et partager l'argent. Elena pourrait aller en maison de retraite avec sa part, tandis qu'eux utiliseraient le reste pour leurs propres besoins. Elena a eu l'impression de recevoir un seau d'eau glacée. Cette maison n'était pas qu'un bâtiment, c'était son foyer, le lieu où elle avait élevé ses enfants et vécu 42 ans avec Alexandre. Chaque recoin abritait un souvenir précieux. La cuisine où elle avait appris à Patricia à faire du pain brioché, le jardin où Thomas avait fait ses premiers pas, la chambre où elle avait soigné Ricardo durant toutes ses maladies d'enfance. Les murs de cette maison avaient été les témoins de toutes ses joies et de toutes ses larmes. D'une voix tremblante, Elena les supplia de ne pas lui faire ça. Elle leur expliqua que cette maison était tout ce qui lui restait de sa vie avec leur père, qu'elle voulait y passer ses dernières années entourée des souvenirs des êtres qu'elle avait aimés. Mais ses enfants furent inflexibles. Thomas argua qu'il avait prêté de l'argent pour son opération et qu'il méritait de le récupérer avec des intérêts. Patricia affirma qu'elle avait besoin d'argent de toute urgence car sa fille aînée allait entrer à l'université et que les frais d'inscription étaient exorbitants. Ricardo, comme toujours, se contentait d'acquiescer à tout ce que ses frères et sœurs disaient, sans exprimer la moindre opinion personnelle. Elena tenta de les raisonner. Elle leur rappela que la maison était uniquement à son nom depuis le décès d'Alexandre et qu'elle avait légalement le droit d'y rester jusqu'à son dernier jour. Mais ses enfants commencèrent à faire pression sur elle de manière de plus en plus agressive. Ils lui dirent qu'à sa mort, la maison leur reviendrait de toute façon, et qu'il valait mieux la vendre maintenant pour qu'elle puisse profiter d'une partie de l'argent. Les visites devinrent constantes et tendues. Ils arrivaient sans prévenir, inspectaient la maison comme si elle leur appartenait déjà, et parlaient des sommes qu'ils pourraient en tirer. Thomas la traitait d'égoïste, disant qu'elle ne pensait pas à ses petits-enfants qui avaient plus besoin de cet argent qu'elle d'une si grande maison. Patricia pleurait de façon manipulatrice, rappelant qu'elle avait sacrifié 3 semaines de sa vie pour la soigner et qu'Elena refusait maintenant de l'aider en retour. Ricardo,
bien qu'il n'ait jamais levé le petit doigt pour elle, soutenait soudain chaque argument de sa fratrie. La pression augmentait jour après jour. Elena commença à se sentir comme une prisonnière chez elle. Ses enfants débarquaient à n'importe quelle heure, l'interrompaient dans son repos et la bombardaient de reproches. Elle dormait mal, mangeait peu, et perdait rapidement du poids à cause du stress constant. Ses voisins remarquèrent que quelque chose n'allait pas, qu'Elena paraissait de plus en plus frêle, pâle et triste. Une nuit, elle fit un rêve qui la laissa tremblante. Elle vit Alexandre assis au bord de son lit, la regardant avec ses yeux chaleureux qui lui manquaient tant. Il lui prit la main et dit « Elena, mon amour, je sais que cela fait mal. Je sais que tu te demandes où nous avons échoué dans leur éducation, mais parfois, malgré tout l'amour qu'on leur donne, les enfants choisissent leur propre chemin. Et ce n'est pas toujours celui que nous aurions voulu pour eux. » Elena se réveilla en pleurs, serrant l'oreiller d'Alexandre, ressentant son absence plus cruellement que jamais. La semaine suivante, après une énième discussion épuisante, Elena finit par céder. Elle était si fatiguée, si épuisée émotionnellement et physiquement qu'elle n'avait plus la force de lutter. Ses enfants avaient gagné. Elle signa les papiers de vente d'une main tremblante, ses larmes tachant l'encre sur le document. Thomas ramassa les papiers sans même un merci, lui disant simplement qu'elle avait 2 semaines pour vider les lieux. Ces 2 semaines furent les plus douloureuses de sa vie. Elle errait dans chaque pièce comme si elle disait adieu à un être cher, touchant les murs comme s'il pouvait comprendre sa peine. Elle emballa ses maigres affaires dans une vieille valise achetée 20 ans plus tôt pour un voyage qu'elle n'avait jamais fait. Elle n'emportait pas grand-chose, quelques vêtements, des photos de ses enfants petits quand il la regardait encore avec amour, et un châle tricoté qu'Alexandre lui avait offert pour leur dernier anniversaire. Elena tenta de joindre ses enfants pour s'informer sur la maison de retraite dont ils avaient parlé, mais personne ne répondait. Elle finit par avoir Patricia, qui lui annonça avec une froideur glaciale qu'après vérification, les maisons de retraite étaient trop chères. Elle lui dit qu'avec sa part de la vente, elle n'avait qu'à se débrouiller seule pour se loger. Elena resta pétrifiée, le téléphone à la main, incapable de réaliser. Ses propres enfants, ceux qu'elle avait portés, nourris et soignés, la laissaient littéralement à la rue. Le jour du départ arriva bien trop vite, sous un ciel de mars gris et menaçant. Elena fit un dernier tour de la maison, s'arrêtant devant une petite marque au crayon sur le mur du couloir qui indiquait la taille de Thomas à 5 ans. Elle s'assit sur le canapé où elle avait passé tant de nuits à coudre, là où elle avait consolé Patricia lors de sa première peine de cœur, là où elle avait soutenu Ricardo. Tout cela appartenait désormais au passé. À 16 heures, Elena prit sa valise, ferma la porte pour la dernière fois et sortit dans la rue. Elle n'avait nulle part où aller. Elle pensa à frapper chez des voisins, mais la honte l'en empêcha. Comment expliquer que ses propres enfants l'avaient abandonnée? Elle marcha au hasard, croisant des voisins inquiets qu'elle n'osait regarder en face. Elle atteignit un petit parc où elle emmenait ses enfants autrefois. Assise sur un banc, elle serrait sa valise en regardant les autres familles, se demandant à quel moment tout avait basculé, comment les petits garçons et la fillette d'autrefois étaient devenus des êtres si égoïstes. Vers 18 heures, la pluie commença à tomber violemment. Elena se leva, trempée jusqu'aux os, et décida dans un dernier élan de désespoir de se rendre chez Thomas. Elle imaginait qu'en la voyant dans cet état, son cœur de fils se réveillerait. Arrivée devant la grande et luxueuse maison de son fils, Elena sonna, le cœur battant. Thomas ouvrit, mais son visage n'exprima que de l'agacement. Elena tenta d'expliquer qu'elle n'avait nulle part où dormir, mais Thomas l'interrompit brutalement. Il lui dit que les papiers étaient signés, l'argent partagé, et que chacun devait désormais assumer sa propre vie. Sa femme apparut derrière lui, regardant Elena avec dégoût à cause de ses vêtements trempés, disant à Thomas qu'ils avaient des invités et que la présence de sa mère serait gênante. Elena chercha désespérément un vestige d'humanité dans les yeux de son fils, lui rappelant les nuits de veille lorsqu'il était asthmatique et le sacrifice de sa bague en or pour ses études. Thomas haussa simplement les épaules, répondant que c'était son devoir de mère et qu'il n'avait pas demandé à naître. Il lui ferma la porte au nez. Seule sous le déluge, Elena entendait les rires s'élever de l'intérieur tandis qu'elle restait là, anéantie. Elle se remit en marche, ses jambes affaiblies par sa fracture de hanche la faisant souffrir à chaque pas, pour tenter de rejoindre la maison de Patricia. Elle passait devant des maisons aux fenêtres éclairées. À travers les vitres,
elle apercevait des familles dînant ensemble, au chaud et au sec, menant cette vie normale qu'elle avait connue autrefois. Lorsqu'elle arriva enfin chez Patricia, elle frappa à la porte avec ses dernières forces. Sa fille ouvrit, pendant un instant, son visage exprima de la surprise. Elena crut qu'il y avait encore un espoir, que Patricia, sa fille unique, la femme à qui elle avait tout appris, ne pourrait pas la voir dans cet état sans réagir. Mais le mari de Patricia apparut derrière elle. Elena n'avait jamais eu de bon rapport avec lui, il lui avait toujours semblé être un homme froid et calculateur. L'homme regarda Elena avec un mépris évident et murmura quelque chose à l'oreille de sa femme. L'expression de Patricia changea du tout au tout. La lueur de chaleur qui était apparue un instant dans ses yeux s'évanouit. D'une voix tremblante mais ferme, Patricia lui dit qu'elle était désolée mais qu'elle ne pouvait pas la recevoir. Elle expliqua que son mari ne voulait pas d'histoire à la maison et qu'ils devaient penser à leurs propres enfants d'abord. Elena demanda à Patricia si elle se souvenait des nuits de son enfance où elle faisait des cauchemars, et comment sa mère restait des heures à son chevet, lui chantant des berceuses et lui caressant les cheveux jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle lui rappela le moment où elle était tombée enceinte à 17 ans, comment elle l'avait défendu quand tout le monde la jugeait, et comment elle s'était occupée du bébé pour qu'elle puisse finir ses études. Patricia commença à pleurer, mais elle ne changea pas d'avis. Entre deux sanglots, elle lui dit que la vie était ainsi faite, que chacun devait s'occuper de soi et qu'elle devait protéger sa famille. Avant qu'Elena ne puisse ajouter un mot, Patricia ferma la porte. Elena entendit sa fille pleurer de l'autre côté. Elle entendit aussi son gendre lui dire qu'elle avait pris la bonne décision et qu'il ne pouvait pas assumer une telle responsabilité. Il ne restait plus que Ricardo. Elena marcha sous une tempête qui redoublait de violence. Ses pieds ne répondaient presque plus. Chaque pas était une agonie. Elle sentait qu'elle allait s'évanouir à tout moment. La maison de Ricardo se trouvait à l'autre bout de la ville et Elena n'avait plus d'argent pour un taxi. Elle dut marcher pendant près de 2 heures sous le déluge. Durant ce trajet interminable, Elena repensa à tout. Elle revit le jour de la naissance de Ricardo, si petite et fragile que les médecins doutaient de sa survie. Elle repensa à la façon dont elle avait refusé d'abandonner, le soignant jour et nuit pendant des semaines jusqu'à ce qu'il reprenne des forces. Elle pensa à toutes les fois où Ricardo avait gâché sa vie, à tous les ennuis dont elle l'avait sorti, l'argent prêté quand il avait perdu son travail, la caution payée lors de son arrestation pour conduite en état d'ivresse, la cure de désintoxication qu'elle avait financée quand il était tombé dans la drogue. Lorsqu'elle arriva enfin chez Ricardo, elle tenait à peine debout. Elle frappa à la porte de ses dernières forces. Ricardo ouvrit et son expression fut d'une totale indifférence. Il ne lui demanda même pas ce qui lui était arrivé. Elena n'eut même pas besoin de s'expliquer, car Ricardo lui dit simplement qu'il savait déjà ce qu'elle voulait, que Thomas et Patricia l'avaient prévenu de sa venue et que sa réponse était non. Elena tomba à genoux devant son fils cadet. L'eau de pluie, mêlée à ses larmes, coulait sur son visage. Elle le supplia de lui donner un abri, ne serait-ce que pour une nuit. Elle lui rappela qu'il était son bébé, le fils qui lui avait donné le plus de soucis, mais aussi celui qu'elle avait le plus aimé parce qu'il était celui qui avait le plus besoin d'elle. Ricardo la regarda avec dédain et lui dit de se relever, qu'elle se donnait en spectacle. Il lui dit qu'il avait sa propre vie maintenant, qu'il avait tourné la page de son passé problématique et qu'il ne voulait pas de rappel de cette époque. Il ajouta que sa vue lui rappelait de mauvais souvenirs et qu'il préférait qu'elle ne revienne plus le voir. Elena leva les yeux vers son plus jeune fils et vit un total étranger. Elle tenta de lui prendre la main, mais Ricardo recula comme si son contact le brûlait. C'est à ce moment-là que quelque chose se brisa définitivement en elle. Elle se releva lentement, regarda Ricardo dans les yeux, d'une voix qui ne tremblait plus, avec une dignité venue du plus profond de son être, elle lui dit, « Un jour, Ricardo, quand tu seras plus vieux et que tu regarderas en arrière, tu comprendras ce que tu as perdu aujourd'hui. Tu n'as pas perdu une mère importune qui te demande de l'aide. Tu as perdu la seule personne au monde qui t'aimait sans condition, qui t'a sauvé maintes et maintes fois sans rien demander en retour. Et ce jour-là, quand tu le comprendras enfin, il sera trop tard. » Ricardo ne dit rien et ferma simplement la porte, laissant Elena seule au milieu de la tempête. Elena resta là un moment, fixant la porte close, et quelque chose d'extraordinaire se produisit en elle. Elle ne ressentait plus ni tristesse ni douleur, mais une étrange forme de calme et d'acceptation.
Ses enfants n'étaient plus les personnes qu'elle pensait avoir élevées. Elle prit sa valise détrempée et commença à marcher sans but dans les rues sombres. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle errait quand ses jambes finirent par lâcher. Elle s'arrêta sous l'auvent d'un magasin fermé, s'assit sur le sol froid et serra sa valise contre elle. Elena ferma les yeux, épuisée. Elle commença à prier, non pas pour elle-même, mais pour que ses enfants comprennent un jour la valeur de l'amour et de la famille avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Pendant qu'elle était là, tremblante de froid, une voiture s'arrêta devant elle. C'était un véhicule élégant, noir, aux vitres teintées. Elena pensa qu'il s'agissait de la police. Elle se prépara à se lever pour continuer son chemin, même si elle n'en avait plus la force. Mais quand la portière s'ouvrit, c'est un homme d'environ 55 ans, élégamment vêtu et tenant un parapluie, qui en descendit. Il s'approcha d'Elena et s'accroupit près d'elle. D'une voix aimable, il lui demanda si elle allait bien et ce qu'elle faisait là sous la pluie. Elena le regarda et quelque chose dans ses yeux lui donna confiance. Il y avait là une chaleur sincère, une réelle inquiétude qu'elle n'avait pas vue chez ses propres enfants. D'une voix fatiguée, elle lui raconta brièvement ce qui s'était passé, comment ses propres enfants l'avaient mise à la rue et comment aucun d'eux n'avait voulu la recevoir. L'homme écouta en silence, son expression passant de l'inquiétude à l'indignation. Finalement, il lui dit, « Madame, vous ne pouvez pas rester ici. Il fait trop froid et vous êtes trempée. S'il vous plaît, permettez-moi de vous emmener dans un endroit où vous pourrez être au sec et au chaud pour la nuit. Demain, nous verrons ce que nous pouvons faire pour vous aider de manière plus durable. » Elena hésita, car on lui avait appris à ne pas faire confiance aux inconnus, mais elle sentit qu'elle pouvait se fier à lui. De toute façon, qu'avait-elle à perdre? Elle avait déjà tout perdu. L'homme l'aida à se relever avec beaucoup de précaution, remarquant ses difficultés à marcher. Il l'installa dans la voiture avec une gentillesse qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps et se présenta. Il s'appelait Roberto Mene et possédait plusieurs entreprises en ville. Pendant le trajet, Elena lui raconta toute son histoire. Roberto écoutait attentivement, serrant parfois le volant de colère en entendant comment ses enfants l'avaient traité. Ils arrivèrent enfin dans un hôtel luxueux du centre-ville. Elena se sentit mal à l'aise, car ce genre d'endroit était bien au-dessus de ses moyens, mais Roberto la rassura en lui disant qu'il s'occupait de tout. Il lui réserva une suite et donna des instructions strictes au personnel pour qu'on prenne grand soin d'elle. Il lui dit, « Madame Elena, reposez-vous cette nuit, prenez une douche chaude, mangez et dormez confortablement. Demain, je viendrai vous voir et nous discuterons de la suite. Et si vous me le permettez, j'aimerais avoir une conversation avec vos enfants. Je pense qu'ils ont besoin de comprendre ce qu'ils ont fait. » Elena acquiesça, trop épuisée et émue pour parler. Un parfait inconnu lui montrait plus de compassion que sa propre chair. Cette nuit-là, après une longue douche chaude, Elena s'allongea dans un lit plus confortable que tout ce qu'elle avait connu depuis des années. Son esprit ne pouvait s'empêcher de repasser les événements de la journée, mais elle pensait aussi à Roberto, cet ange que la vie lui avait envoyé au moment où elle en avait le plus besoin. Le lendemain matin, Elena se réveilla un peu mieux physiquement, mais elle était dévastée émotionnellement. Tout ce qui s'était passé n'était pas un cauchemar, c'était la réalité. Ses enfants l'avaient bel et bien abandonnée. Elle descendit au restaurant de l'hôtel où Roberto l'attendait déjà devant un petit déjeuner servi. Il la salua d'un sourire chaleureux et lui demanda comment elle avait dormi. Elena tenta de le remercier à nouveau, mais Roberto l'interrompit d'un geste de la main, affirmant que ce qu'il avait fait n'était que le strict minimum de ce que toute personne décente aurait fait. Pendant qu'il déjeunait, Roberto confia à Elena sa propre histoire. Lui aussi avait eu une mère qu'il aimait profondément. C'était une femme humble qui avait travaillé toute sa vie comme employée de maison pour lui offrir une éducation. Grâce au sacrifice de sa mère, Roberto avait pu devenir ingénieur, obtenir son diplôme avec les honneurs et bâtir l'empire qu'il dirigeait aujourd'hui. Sa mère était décédée 3 ans plus tôt, et pas un jour ne passait sans qu'il ne pense à elle. « Ma mère s'appelait Luz », dit Roberto, les yeux brillants. « Je n'oublierai jamais le jour de ma remise de diplôme. Elle était au premier rang dans sa plus belle robe, une robe très simple, mais pour moi, c'était la femme la plus élégante de l'assemblée. Quand je suis montée sur scène, j'ai croisé son regard et elle pleurait de fierté. Elle m'a dit que chaque sacrifice en avait valu la peine. Ce jour-là, j'ai juré que pour le reste de ma vie, elle ne manquerait jamais de rien.
Roberto s'essuya discrètement une larme. Et j'ai tenu cette promesse, Madame Elena. Ces dernières années ont été paisibles. Elle vivait dans une magnifique maison que je lui avais achetée, elle a voyagé dans les pays dont elle rêvait, et elle n'a plus jamais eu de soucis d'argent. Mais surtout, elle n'a jamais été seule. Je la voyais tous les jours. Quand elle est partie, elle était entourée d'amour. Bien que sa perte m'ait brisée, je suis en paix car elle savait à quel point je l'aimais. Elena l'écoutait, les larmes aux yeux. C'était exactement ce qu'elle avait espéré pour ses vieux jours, non pas le luxe, mais simplement l'amour et la présence de ses enfants. C'est pour cela, continua Roberto avec détermination, quand je vous ai vu hier sous la pluie, j'ai eu l'impression que c'était ma mère qui m'envoyait un signe. Je ne peux pas ramener ma mère, mais je peux aider une autre mère qui en a besoin. Et croyez-moi, vos enfants vont comprendre la terrible erreur qu'ils ont commise. Je m'en occupe personnellement. Après le petit déjeuner, Roberto passa plusieurs appels. Grâce à ses nombreux contacts, il n'eut aucun mal à obtenir des informations sur Thomas, Patricia et Ricardo. Ce qu'il découvrit le révolta encore plus. Thomas dirigeait un cabinet de conseil financier prospère avec des clients prestigieux. Patricia et son mari vivaient dans une grande maison d'un quartier chic et leurs enfants allaient dans des écoles privées coûteuses. Ricardo travaillait dans le marketing digital avec un excellent salaire et possédait un appartement moderne. Aucun d'entre eux n'avait de réels problèmes financiers. Ils avaient simplement été cupides et ingrats, sacrifiant leur propre mère pour de l'argent dont ils n'avaient même pas un besoin urgent. Roberto décida qu'il était temps de donner une leçon à ces trois ingrats, non par vengeance cruelle, mais pour les forcer à assumer les conséquences de leurs actes. Il expliqua son plan à Elena. Celle-ci hésita, ne voulant pas causer de problème, mais Roberto la rassura, il s'agissait de justice, peut-être, d'une chance pour eux de retrouver leur humanité. Roberto, très respecté dans le milieu des affaires, commença par contacter discrètement les principaux clients de Thomas. Sans entrer dans les détails, il mentionna simplement qu'il avait entendu dire que Thomas Moral avait mis sa mère âgée à la porte sous une tempête pour s'emparer de l'argent d'une vente immobilière. Dans le monde des affaires, la réputation est capitale. En quelques jours, Thomas vit ses clients fidèles annuler des réunions et ses nouveaux projets s'évaporer. Finalement, l'un de ses plus anciens clients lui dit la vérité en face. « Thomas, j'ai entendu des choses qui m'ont déçu. On dit que tu as jeté ta mère à la rue. Je suis père et grand-père, et je ne peux pas faire affaire avec quelqu'un capable de ça. Le caractère d'un homme se voit à la façon dont il traite ceux qui ne peuvent pas se défendre. » Thomas paniqua, sentant son monde s'effondrer. Patricia connut des problèmes similaires. Les autres mères de l'école privée de ses enfants avaient eu vent de l'histoire. Celle qui l'invitait autrefois l'évitait désormais. Ses enfants rentraient de l'école confus, demandant pourquoi leurs amis ne voulaient plus jouer avec eux. Une après-midi, une autre mère l'aborda froidement devant l'école. « Patricia, je sais ce que tu as fait à ta mère. Je ne veux pas que mes enfants fréquentent les tiens. Je ne veux pas qu'ils apprennent qu'il est acceptable de traiter ses parents ainsi. Les valeurs s'enseignent par l'exemple, et le tien est déplorable. » Patricia resta paralysée sous les regards de désapprobation des autres parents. Pour la première fois, elle ressentait ce que c'était que d'être jugée et rejetée. Ricardo, de son côté, fut convoqué par son superviseur. L'entreprise de marketing qu'il employait prônait des valeurs familiales fortes. Son patron lui expliqua que des rapports sur son comportement personnel circulaient et que cela entachait l'image de la société. « Si c'est vrai que vous avez abandonné votre mère de cette manière, vous n'êtes pas le genre de personne que nous voulons pour représenter notre marque. » Ricardo tenta de se défendre, mais il comprit que son acte était indéfendable. Les trois frères et sœurs se réunirent en urgence. Pour la première fois depuis des mois, ils étaient unis, non par amour, mais par peur. « Quelqu'un répand des mensonges sur nous » cria Thomas. « Ce ne sont pas des mensonges » répondit Patricia en pleurant, « tout est vrai. Mes enfants souffrent pour ce que nous avons fait. » C'est alors qu'ils reçurent tous trois un appel identique, une secrétaire les convoquait séparément à une réunion dans le bureau de Roberto Mené le lendemain. Aucun d'eux ne savait qui était cet homme, mais son nom imposait le respect. Pendant ce temps, Roberto avait aussi contacté une journaliste reconnue, Sofia Ramirez, spécialisée dans les récits humains.
Sofia rencontra Elena à l'hôtel et l'interviewa pendant des heures. Elena raconta tout avec une honnêteté déchirante, ses années de sacrifice, son veuvage, la pression de ses enfants et enfin son abandon dans la rue. Par loyauté maternelle, elle ne cita pas leur nom. L'article, intitulé « L'ultime refuge, une mère abandonnée par les siens », toucha la communauté en plein cœur. Sofia y décrivait comment cette femme de 68 ans avait tout donné pour ses enfants, pour finir trempée sous un déluge, voyant chaque porte se fermer devant elle. Le reportage est devenu viral sur les réseaux sociaux de la ville. Des milliers de personnes le partageaient, exprimant leur indignation et leur tristesse. Les commentaires regorgeaient d'histoires similaires, de gens racontant comment ils s'occupaient de leurs parents âgés ou à quel point ils regrettaient ceux qui étaient déjà partis. « Ma mère a 75 ans et vit avec moi », écrivait une femme. « C'est parfois difficile, je me sens parfois fatiguée, mais jamais, au grand jamais, je ne pourrais l'abandonner. Cette histoire me brise le cœur. » Un homme commentait, « J'ai perdu mon père l'année dernière. Je donnerais n'importe quoi pour passer une nuit de plus avec lui. Comment ces enfants peuvent-ils gâcher le temps qu'il leur reste avec leur mère ?» La pression sociale sur Thomas, Patricia et Ricardo augmentait de jour en jour. Bien que leurs noms ne fussent pas encore publics, dans une ville où tout le monde se connaît, les gens commençaient à faire le lien. Voisins, connaissances et collègues commençaient à assembler les pièces du puzzle. Le jour de la réunion dans le bureau de Roberto arriva. Thomas, Patricia et Ricardo arrivèrent nerveux et sur la défensive. Ils ignoraient qui était Roberto et pourquoi il les avait convoqués. Ils savaient seulement que c'était quelqu'un d'important et qu'il semblait lié aux problèmes qu'ils rencontraient. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de conférence et virent leur mère assise là, aux côtés de Roberto et d'un avocat, leur visage exprima un choc absolu. Elena était assise avec dignité, vêtue de vêtements neufs que Roberto avait insisté pour lui acheter. Elle paraissait reposée, rétablie, mais surtout, elle semblait forte. Ce n'était plus la femme brisée qui marchait sous la pluie quelques semaines plus tôt. Thomas fut le premier à parler, sur un ton agressif. « Que se passe-t-il ici ? Qui êtes-vous et pourquoi nous avoir convoqués de la sorte ?» Roberto se leva, d'une voix calme mais ferme, se présenta. Il expliqua comment il avait trouvé Elena cette nuit-là, la décrivant trempée jusqu'aux os, seule et abandonnée. « Votre mère m'a raconté ce que vous avez fait, » dit Roberto, sa voix devenant plus dure. « Elle m'a dit comment vous l'avez poussée à vendre sa maison pour garder l'argent, puis comment vous l'avez laissée à la rue. Elle m'a dit comment elle a frappé à vos portes et comment vous les lui avez fermées au nez. Avez-vous la moindre idée du mal physique et émotionnel que vous avez causé à une femme de 68 ans ?» Le silence se fit dans la salle. Patricia commença à pleurer, balbutiant que les choses avaient dérapé, qu'il n'avait jamais voulu en arriver là. Mais Roberto l'interrompit, « Je ne suis pas là pour écouter des excuses, mais pour que vous affrontiez les conséquences de vos actes. C'est moi qui ai fait en sorte que votre comportement soit connu dans vos cercles professionnels et sociaux. Tout ce que vous subissez aujourd'hui est le résultat direct de vos propres actions. » Thomas, furieux, cria à la diffamation et menaça de porter plainte. L'avocat de Roberto intervint alors froidement, « Il n'y a aucune diffamation, monsieur Moral, car tout ce qui a été communiqué est la vérité. De plus, j'ai examiné les documents de la vente de la maison et j'ai trouvé de nombreuses irrégularités qui pourraient justifier une plainte pour coercition et abus de faiblesse sur personne âgée. Si vous choisissez la voie légale, nous sommes prêts, et vous finirez probablement non seulement ruiné, mais aussi face à des accusations criminelles. » Le visage de Thomas passa de la fureur à la peur. « Ricardo, restez silencieux, » demanda d'une voix tremblante. « Maman, qu'est-ce que tu attends de nous ?» Elena les regarda avec une profonde tristesse. « Je ne veux rien de vous, » dit-elle fermement. « Je n'attends plus rien de vous. L'amour d'une mère ne peut pas être forcé, mais le respect et la décence élémentaire sont obligatoires. » Elle prit une grande inspiration et continua, « Je vous ai tout donné, mon temps, mon énergie, ma santé, ma vie entière. Je l'ai fait parce que je vous aimais. Mais ce que vous m'avez fait, vous m'avez jeté comme une ordure. Ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas d'avoir perdu ma maison ou d'avoir été sous la pluie, c'est de découvrir que les 3 êtres que j'ai mis au monde ont perdu toute humanité. » Patricia tenta de s'approcher en pleurant, s'excusant d'avoir été lâche, mais Elena l'arrêta d'un geste. «
Les excuses faciles ne guérissent pas les blessures profondes, Patricia. Ce n'est que le début d'un long chemin de rédemption, si tant est que vous vouliez vraiment reconstruire un lien avec moi. Roberto posa alors un document sur la table. L'avocat expliqua qu'Elena avait le droit de les poursuivre, mais qu'elle avait décidé de leur donner une chance de réparer leur tort sous des conditions strictes. Première condition, la vente de la maison devait être annulée immédiatement et chacun devait rembourser sa part. La maison redeviendrait la propriété exclusive d'Elena. Les 3 frères et sœurs se regardèrent avec panique, ayant déjà dépensé une grande partie de cet argent. Deuxième condition, ils signeraient un engagement légal pour verser une pension mensuelle à leur mère. Troisième condition, ils suivraient une thérapie familiale pendant au moins 6 mois. Quatrième condition, ils effectueraient des travaux communautaires dans une maison de retraite pendant 1 an, à raison de 4 heures par semaine, pour apprendre à respecter les personnes âgées. Thomas protesta, jugeant ces conditions excessives, mais Roberto fut cinglant. L'alternative est un procès public où toute la ville connaîtra vos visages, où votre réputation sera définitivement détruite et où vous risquerez la prison. Vous avez 10 minutes pour décider. Après une discussion houleuse entre eux, où ils se renvoyaient la faute, les 3 enfants finirent par accepter, terrifiés par les conséquences. Ils signèrent l'accord sans oser regarder Elena dans les yeux. Avant qu'ils ne partent, Elena leur dit une dernière fois: je vous donne cette chance, non parce que je vous ai pardonné, mais parce qu'une petite partie de moi espère encore qu'il reste quelque chose des enfants que j'ai élevés. Le reste dépend de vous. Les jours suivants furent éprouvants. Thomas dut vendre sa voiture de sport et contracter des prêts pour rembourser l'argent. Patricia dut retirer ses enfants de leur école privée pour les inscrire dans le public. Ricardo dut déménager dans un appartement minuscule. Pour la première fois, ils payaient le prix de leur égoïsme. Une semaine plus tard, l'argent fut restitué et la maison fut de nouveau au nom d'Elena. Roberto l'accompagna chez elle. En franchissant le seuil, elle s'agenouilla pour toucher le sol de ses mains. Je pensais ne jamais revenir ici. Je pensais avoir perdu mon foyer pour toujours. Roberto veilla à ce que la maison soit impeccable et embaucha une aide ménagère pour l'aider. Au fil des mois, un changement s'opéra. Thomas fut le premier à commencer son travail à la maison de retraite. D'abord plein de ressentiment, il finit par se lier d'amitié avec un pensionnaire de 82 ans, dont Ernesto, qui lui rappelait son père Alexandre. Ernesto lui racontait des histoires de sa vie, les ponts et les bâtiments qu'il avait bâtis, sa femme décédée 5 ans plus tôt, mais il lui parlait surtout de ses enfants. « J'ai 3 enfants, lui dit-il un jour alors que Thomas l'aidait à marcher dans le jardin de la résidence. Ils vivent dans d'autres villes, ont des postes importants, de grandes familles. Ils m'appellent une fois par mois, peut-être. À Noël, ils m'envoient des cadeaux chers, mais ils ne viennent jamais. Cela fait 2 ans que je ne les ai pas vus. » Thomas écoutait en silence, sentant un malaise grandir en lui. « Tu sais ce qui est le plus triste, » continua don Ernesto. « Ce n'est pas qu'ils ne viennent pas, c'est que quand je les ai au téléphone, je sens qu'ils sont pressés, qu'ils veulent raccrocher vite, comme si parler à leur vieux père était une corvée. » Don Ernesto s'arrêta et fixa Thomas. « Je ne sais pas ce qui t'a amené ici pour ton travail communautaire, mais laisse-moi te dire une chose, le temps avec nos parents est compté. Un jour, ils ne seront plus là. Et ce jour-là, peu importe ton argent ou ta réussite, la seule chose qui comptera, c'est de savoir si tu as profité d'eux ou si tu as tout gâché pour des choses sans valeur. » Ces mots frappèrent Thomas comme un marteau. Cette nuit-là, il ne put fermer l'œil, rongé par la honte en repensant à sa mère et à la façon dont il l'avait sacrifiée pour sa cupidité. Il se souvint de ses nuits d'asthme où elle veillait sur lui, de son travail acharné à la machine à coudre pour ses livres, et il ressentit une douleur intérieure semblable à de l'acide. Patricia, de son côté, affrontait des vérités amères lors de ses séances de thérapie avec la doctoresse Ramirez. « Patricia, lui dit la thérapeute, tu as passé des semaines à accuser ton mari, tes frères ou l'argent, mais jamais je ne t'ai entendu assumer ta part. À quel moment as-tu décidé que l'argent valait plus que ta mère ? La doctoresse ne la laissait pas fuir, ta mère t'a soutenue quand tu étais enceinte à 17 ans. Elle a élevé ta fille pour que tu étudies. Et toi, tu lui as fermé ta porte. Quel exemple donnes-tu à tes propres enfants ? » Patricia resta pétrifiée. Elle n'y avait jamais pensé. Sa fille aînée, Sofia, avait 15 ans. Quel modèle était-elle pour elle ?
Le soir même, Patricia raconta toute l'histoire à Sofia, sans rien cacher. La déception dans les yeux de sa fille fut plus atroce que n'importe quel jugement social. « Maman, comment as-tu pu » demanda Sofia. Patricia pleura, admettant son erreur monumentale et jurant de changer, car la loyauté et l'amour n'ont pas de prix. Mais elle sentait qu'elle avait perdu le respect de sa fille, et cela faisait terriblement mal. Ricardo, lui, eut sa révélation de manière brutale. Un samedi, une résidente nommée Béatrice tomba gravement malade. Ricardo était là quand les médecins annoncèrent que son cœur lâchait. Béatrice demanda à voir ses 2 enfants. Le personnel les appela immédiatement, le fils refusa de venir car il était en voyage d'affaires et ne voulait pas perdre d'argent, la fille refusa car ses propres enfants avaient des activités scolaires. Ils dirent qu'ils passeraient, dans quelques jours. Pendant 48 heures, Ricardo vit Béatrice dépérir, demandant sans cesse s'ils arrivaient. Le personnel mentait par pitié pour lui donner un peu de paix. Béatrice mourut un lundi matin. Ses derniers mots, dans un souffle, furent « Ils ne sont pas venus. Je ne comptais pas assez pour eux. » Ricardo resta prostré près du lit, regardant les traces de larmes sur les joues de la défunte. Il vit sa mère en elle. Il vit l'homme égoïste qu'il était devenu. Pour la première fois, il pleura de pur repentir. Quand les enfants de Béatrice arrivèrent 2 jours plus tard pour les obsèques, pressés d'en finir pour reprendre leur vie, Ricardo sut qu'il ne voulait jamais devenir cette personne-là. 6 mois passèrent. Les 3 enfants respectaient scrupuleusement l'accord, mais surtout, ils avaient changé. Un dimanche, Thomas se rendit chez Elena sans prévenir. Il tenait un bouquet de fleurs sauvages, les fleurs simples qu'elle aimait tant et qu'Alexandre lui offrait autrefois. « Maman, je peux entrer ?» Elena le laissa passer. Thomas ne chercha pas d'excuses. Il lui parla de don Ernesto, de sa solitude, et de la peur qu'il avait eue de devenir comme ses fils ingrats. « J'ai tout compris de travers, » dit-il en tombant à genoux. « J'ai cru que le succès était l'argent, mais le succès, c'est d'être là pour ceux qu'on aime. Je te demande pardon. Je ne le mérite pas, mais je passerai le reste de ma vie à essayer d'être le fils que tu méritais. » Elena pleura avec lui. Elle ne lui dit pas que tout était pardonné, car la blessure était trop profonde, mais elle lui dit « Le chemin vers mon cœur est long, Thomas. Il ne se fait pas avec des mots, mais avec des actes. Mais le fait que tu l'aies commencé signifie beaucoup pour moi. Je ne vous promets pas que les choses redeviendront comme avant, car cette innocence a été perdue. Mais si vous avez réellement changé, si vous comprenez enfin ce que vous avez fait, alors peut-être qu'avec le temps, nous pourrons construire quelque chose de nouveau dans les semaines à venir. » Patricia et Ricardo vinrent aussi trouver Elena, chacun à sa manière, chacun suivant son propre chemin de repentir et de transformation. Patricia arriva un mardi après-midi avec sa fille Sofia. Elena fut surprise de voir sa petite fille, qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. « Grand-mère, » dit Sofia avant même que Patricia ne puisse parler. « Maman m'a raconté tout ce qui s'est passé et je veux que tu saches que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Nous t'aimons beaucoup et je suis désolée que tu aies vécu cela. » Patricia s'agenouilla aux côtés de sa fille devant Elena. « Maman, j'ai suivi ma thérapie et j'ai appris des choses très dures sur moi-même. Je me suis rendu compte que je m'étais perdue en essayant de maintenir une image, en prétendant que nous étions une famille parfaite avec une vie parfaite, et dans ce processus, j'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. Ma thérapeute m'a posé une question que je ne peux plus m'enlever de la tête, » continua Patricia. Elle m'a demandé quelle valeur j'enseignais à mes enfants et j'ai réalisé avec horreur que je leur apprenais que l'argent et le statut sont plus importants que la famille, qu'il est acceptable d'abandonner les gens qu'on aime si cela nous arrange. Patricia prit les mains d'Elena. « Je ne veux pas que Sofia grandisse en pensant que c'est bien. Je veux qu'elle apprenne de mes erreurs. C'est pour cela que je l'ai amenée aujourd'hui, car je veux qu'elle voie ce qu'est réellement l'amour familial. Je veux qu'elle passe du temps avec toi, qu'elle apprenne de toi les choses que j'ai oubliées en chemin. » Elena regarda sa petite fille, vit la sincérité dans ses jeunes yeux et sentit une petite étincelle d'espoir. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que de cette tragédie sortirait quelque chose de bon, au moins pour la génération suivante. Ricardo fut le dernier à venir, mais quand il le fit, sa transformation fut sans doute la plus profonde. Il arriva un samedi matin et demanda à Elena s'il pouvait l'aider pour les tâches ménagères.
Pendant les heures qui suivirent, Ricardo tondit la pelouse, répara une tuyauterie qui fuyait et peignit la clôture du jardin. Elena l'observait par la fenêtre, voyant son fils cadet travailler avec un dévouement qu'elle n'avait jamais vu chez lui. Quand ils eurent fini, ils s'assirent dans le jardin pour boire une citronnade. Ricardo lui parla de Madame Béatrice, de la façon dont elle était morte seule en attendant des enfants qui n'étaient jamais venus. « Quand je l'ai vue mourir ainsi, dit Ricardo d'une voix tremblante, je me suis vu en ses enfants. J'allais devenir cette personne, maman. J'allais être le fils qui arrive trop tard quand cela n'a plus d'importance. Et je ne veux pas de ça. Je ne veux pas vivre avec ce regret. » Ricardo prit la main de sa mère. « Je sais que j'ai été un désastre toute ma vie. Tu m'as sauvé tant de fois, tu m'as aidé quand personne d'autre ne le faisait, et je t'ai payé de la pire manière possible. Mais je veux changer, maman. Je veux vraiment changer. Et pas seulement par peur des conséquences, mais parce que je comprends enfin ce que j'ai perdu cette nuit-là. J'ai failli perdre ma mère, la seule personne qui a toujours cru en moi, même quand je ne croyais plus en moi-même. » Elena écouta chacun de ses enfants durant ces semaines. Elle vit leurs larmes, entendit leurs paroles, et, bien que la douleur de ce qu'ils avaient fait soit encore fraîche et réelle, elle commençait aussi à percevoir autre chose, un changement authentique, un éveil. Le changement ne fut ni instantané ni parfait. Il y eut des moments difficiles, des conversations douloureuses et des souvenirs qui faisaient encore mal. Elena ne fit pas semblant que tout allait bien. Elle ne leur offrit pas un faux pardon juste pour maintenir la paix. Elle fut honnête sur sa souffrance, sur ce dont elle avait besoin de leur part pour reconstruire la confiance. Et ses enfants, pour la première fois de leur vie, l'écoutèrent vraiment. Thomas commença à lui rendre visite tous les mercredis pour dîner ensemble. Au début, les conversations étaient gênantes, remplies de lourds silences. Mais avec le temps, ils commencèrent à parler pour de vrai, non seulement de choses superficielles, mais de sentiments réels, de regrets, d'espoir. Patricia commença à amener ses enfants voir Elena les dimanches. Elena leur apprenait à cuisiner les recettes traditionnelles de la famille. Elle leur racontait des histoires sur leur grand-père Alexandre, sur la vie quand leurs parents étaient jeunes. Et dans ces moments, Patricia voyait ses enfants se lier à leur grand-mère d'une manière qu'elle-même avait oubliée. Ricardo devint l'aide officielle d'Elena pour tout ce dont elle avait besoin dans la maison. Chaque samedi, il arrivait avec sa boîte à outils, prêt à réparer ce qu'il fallait. Mais plus que le travail physique, ce qui importait vraiment était le temps qu'ils passaient ensemble à discuter en travaillant, se reconnectant après des années de distance. Roberto continua de faire partie de la vie d'Elena, non comme un sauveur, mais comme un véritable ami. Un lien spécial s'était formé cette nuit-là sous la pluie, un lien qui transcendait les circonstances de leur rencontre. « Vous m'avez fait un cadeau, Madame Elena », lui dit Roberto un jour alors qu'il prenait le café chez elle. « Vous m'avez donné l'opportunité d'honorer la mémoire de ma mère en aidant une autre mère qui en avait besoin. Et vous m'avez aussi rappelé qu'il y a de la bonté dans le monde, même dans les situations les plus sombres. » Elena sourit. « Roberto, tu m'as sauvé la vie cette nuit-là, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Tu m'as appris que j'ai une valeur propre, que je n'ai pas besoin de dépendre d'enfants ingrats pour avoir de la dignité et du respect, mais tu m'as aussi conseillé sagement de leur donner une chance de se racheter. Et tu avais raison. Crois-tu qu'ils ont vraiment changé ? Demanda Roberto. Elena réfléchit un instant avant de répondre. Je crois qu'ils sont dans un processus de changement. Le vrai changement prend du temps, il n'arrive pas du jour au lendemain, mais je vois un effort sincère, je vois un repentir réel, et c'est un début. Un an après cette nuit sous la pluie, Elena célébra son 69e anniversaire. Ses 3 enfants étaient là, avec leur famille. Mais cette fois, ce n'était ni une obligation ni un faux semblant. Thomas avait apporté le gâteau fait selon la recette qu'Elena avait apprise à Patricia quand elle était enfant, et que Patricia avait maintenant transmise à sa fille Sofia, qu'il avait préparé spécialement pour sa grand-mère. Ricardo avait décoré la maison avec les fleurs sauvages qu'Elena aimait tant, les mêmes qu'Alexandre lui offrait autrefois. Il avait disposé des photos de famille partout dans la maison, y compris des clichés de quand les enfants étaient petits, rappel de temps plus heureux. Roberto était là aussi, souriant en voyant comment cette famille brisée se reconstruisait lentement. Il avait amené avec lui Sofia Ramirez, la journaliste qui avait écrit le reportage original sur Elena.
Sofia voulait faire un suivi de l'histoire, documenter comment elle s'était terminée. Durant le dîner, il y eut des rires sincères, des conversations chaleureuses, des moments de connexion réelle. Les petits-enfants d'Elena jouaient dans le jardin où ses propres enfants avaient joué des décennies auparavant. Patricia et Sofia aidaient Elena en cuisine, 3 générations travaillant ensemble. Thomas et Ricardo discutaient joyeusement avec Roberto, qui leur donnait des conseils sur les affaires, mais aussi sur la vie. Après le dîner, au moment de manger le gâteau, Thomas se leva et demanda la parole. La salle à manger fit silence. « Je veux vous raconter une histoire », commença Thomas d'une voix émue. Il y a exactement 1 an, mes frères et moi avons commis la pire erreur de nos vies. Nous avons mis notre mère à la porte de sa maison sous une tempête. Nous lui avons fermé la porte au nez quand elle nous a demandé de l'aide. Nous l'avons laissée seule dans la rue sans nous soucier de ce qui lui arriverait. Ses propres petits-enfants l'écoutaient les yeux grands ouverts, certains détails de l'histoire étaient nouveaux pour eux. Nous avons fait cela, continua Thomas, sa voix se brisant, parce que nous avons été cupides, égoïstes et aveugles, parce que nous avons oublié tout ce que cette femme extraordinaire avait fait pour nous. Parce que nous avons valorisé l'argent plus que la personne qui nous a donné la vie. Thomas regarda Elena directement. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose. Un homme nommé Roberto a trouvé maman sous la pluie et lui a donné refuge. Et cet homme, avec maman, nous a donné quelque chose que nous ne méritions pas, une seconde chance. Pas une seconde chance facile, mais une chance d'affronter ce que nous avions fait, d'en ressentir les conséquences, de changer vraiment. Patricia et Ricardo se levèrent également, se tenant aux côtés de leur frère. Cette année a été la plus difficile de ma vie, dit Patricia avec des larmes coulant sur ses joues. J'ai dû affronter des vérités terribles sur moi-même. J'ai dû voir la déception dans les yeux de mes propres enfants. Mais ce fut aussi l'année la plus importante car j'ai appris ce que signifie réellement la famille, le sacrifice, l'amour véritable, et je l'ai appris de toi, maman, continua Patricia. Même après ce que nous t'avons fait, même après l'avoir laissé à la rue, tu as eu la force de nous donner une autre chance. Non parce que c'était facile pour toi, mais parce que tu es plus forte et plus sage que nous ne l'avons jamais été. Ricardo parla le dernier, sa voix n'étant qu'un murmure. J'ai été un désastre toute ma vie, maman, et tu as toujours été là pour me sauver. Mais quand toi tu as eu besoin d'aide, je t'ai tourné le dos. J'ai vu mourir une vieille dame seule à la résidence, attendant des fils qui ne sont jamais venus, et j'ai réalisé que j'allais devenir l'un de ses fils si je ne changeais pas. Ricardo s'agenouilla devant sa mère. Merci de ne pas avoir abandonné avec nous. Merci de nous avoir donné l'opportunité d'être meilleurs. Je te promets que je passerai le reste de ma vie à te prouver que ta foi en nous n'a pas été vaine. La pièce était dans un silence complet, hormis quelques sanglots étouffés. Même les enfants, bien qu'ils ne comprenaient pas tout, pouvaient ressentir le poids émotionnel du moment. Elena se leva, tremblant légèrement. Elle regarda ses 3 enfants, vit leurs larmes, sentit leur repentir sincère et parla enfin. Cette nuit-là sous la pluie fut la plus sombre de ma vie, dit Elena d'une voix claire et forte. J'ai pensé avoir tout perdu. J'ai pensé avoir échoué en tant que mère. Je me suis demandé où je m'étais trompée en vous élevant, ce que j'avais fait de mal pour que mes propres enfants soient capables de me traiter ainsi. Mais maintenant je comprends, continua-t-elle, que parfois les gens ont besoin de toucher le fond pour s'éveiller, pour comprendre ce qui compte vraiment. Vous avez dû perdre votre mère pour comprendre sa valeur. Vous avez dû affronter les conséquences de vos actes pour comprendre que les actes ont des conséquences. Elena regarda chacun de ses enfants. Le chemin n'a pas été facile. Il y a encore des jours où je me souviens de cette nuit-là et cela me fait mal. Il y a encore des moments où je me demande si je peux vous faire entièrement confiance, mais je vois aussi les efforts que vous faites, je vois le changement qui s'opère et cela me donne de l'espoir. J'ai appris quelque chose d'important cette année, a dit Elena. J'ai appris que l'amour d'une mère ne signifie pas se laisser piétiner, cela signifie avoir la force de poser des limites, d'exiger le respect que l'on mérite, mais aussi d'accorder des secondes chances lorsqu'il y a un repentir sincère. Elena a tendu les bras et ses 3 enfants se sont approchés. Pour la première fois en 1 an, ils se sont serrés dans les bras comme une famille. Ce fut une longue étreinte, pleine de larmes, de pardon et d'espoir. Roberto observait la scène, les yeux humides. Il s'est approché de Sofia, la journaliste,
et lui a murmuré, « C'est cette histoire-là que tu dois raconter. Pas seulement la tragédie de ce qui s'est passé, mais la rédemption qui est venue après, le message qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour être meilleur. » Sophia a acquiescé en prenant des notes mentales. C'était une histoire que la ville avait besoin d'entendre. Les mois suivants ont continué d'être un processus de guérison et de croissance. La relation entre Elena et ses enfants n'est pas redevenue ce qu'elle était autrefois. C'était impossible. Mais elle est devenue quelque chose de différent, de plus fort. D'une certaine manière, il y avait une honnêteté qui n'existait pas auparavant, une appréciation mutuelle gagnée à travers la douleur et la rédemption. Thomas est devenu un défenseur passionné des droits des personnes âgées dans sa communauté. Il a utilisé son influence dans le monde des affaires pour promouvoir des programmes de soutien aux seniors. Il n'a jamais oublié les leçons apprises auprès de Don Ernesto à la résidence. Patricia est devenue une bénévole régulière dans des centres communautaires, enseignant à d'autres mères l'importance des valeurs familiales. Elle a parlé ouvertement de ses erreurs, utilisant sa propre histoire comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ses enfants, et particulièrement Sophia, ont grandi avec une profonde estime pour leur grand-mère et pour le concept de famille. Ricardo a finalement trouvé la stabilité dans sa vie. Le travail communautaire à la résidence lui a donné un sens du but qu'il n'avait jamais eu. Finalement, il a quitté son emploi dans le marketing pour se consacrer à plein temps à la résidence, devenant coordinateur d'activités pour les pensionnaires. Il a trouvé sa vocation dans le soin des autres, en leur apportant l'attention et l'amour que beaucoup de leur propre famille ne leur donnaient pas. 2 ans après cette nuit pluvieuse, Sophia Ramirez a publié son article de suivi, « De l'abandon à la rédemption, comment une famille a retrouvé le chemin de l'amour ». L'article est devenu viral, non seulement dans la ville, mais au niveau national. Des milliers de personnes l'ont partagé, inspirées par cette histoire de douleur et de perte, mais aussi d'espoir et de transformation. L'article a suscité des conversations importantes sur la façon dont nous traitons nos aînés, sur la valeur des parents et sur l'importance de la famille. Beaucoup de personnes qui s'étaient éloignées de leurs parents ont repris contact, inspirées par l'histoire d'Elena et de ses enfants. Roberto a été honoré par la Chambre de commerce de la ville pour son acte de bonté et pour avoir utilisé son influence afin de promouvoir des valeurs positives dans le milieu entrepreneurial. Dans son discours de remerciement, il a parlé de sa mère Luz et d'Elena, expliquant comment ces 2 femmes lui avaient appris ce qui compte vraiment dans la vie. Le véritable succès, a déclaré Roberto devant des centaines d'hommes d'affaires, ne se mesure pas aux comptes bancaires ou aux propriétés. Il se mesure à la façon dont nous traitons les personnes qui ne peuvent rien nous donner en retour. Il se mesure à la façon dont nous honorons ceux qui nous ont tout donné sans rien demander. Il se mesure au fait de savoir si, à la fin de nos vies, nous pouvons regarder en arrière et savoir que nous avons fait une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Lors du 3e anniversaire de cette nuit pluvieuse, Elena a organisé un dîner spécial. Elle n'a pas seulement invité ses enfants et petits-enfants, mais aussi Roberto, dont Ernesto de la résidence, qui était toujours en vie et recevait désormais des visites fréquentes de Thomas, Madame Carmen, une voisine qui avait toujours été aimable, et plusieurs résidents de la maison de retraite avec qui ses enfants s'étaient liés d'amitié durant leur travail communautaire. Ce fut une célébration de la famille au sens le plus large, non seulement par les liens du sang, mais par les liens forgés à travers des expériences partagées, une douleur surmontée et des leçons apprises. Durant le dîner, le petit-fils aîné d'Elena, le fils de Thomas âgé de 12 ans, nommé Alejandro en l'honneur de son grand-père, s'est levé et a demandé la parole. « Grand-mère, a dit l'enfant d'une voix claire, à l'école, on nous a demandé d'écrire sur notre héros et j'ai écrit sur toi. » L'enfant a sorti un papier plié de sa poche et a commencé à lire, « Mon héroïne est ma grand-mère Elena. Elle a traversé quelque chose de très difficile il y a 3 ans, un détail que je ne préciserai pas ici car c'est privé, mais ce qui fait d'elle mon héroïne, ce n'est pas ce qui lui est arrivé, mais comment elle y a répondu. Elle aurait pu devenir aigrie et pleine de haine. Elle aurait pu fermer son cœur pour toujours. Mais au lieu de cela, elle a choisi de donner une seconde chance. Elle a choisi de croire que les gens peuvent changer et grâce à ce choix, notre famille est réunie aujourd'hui. » L'enfant a regardé sa grand-mère avec des yeux brillants. « Ma maîtresse m'a donné un A pour ma rédaction et elle a dit qu'il est vrai que le véritable héroïsme, c'est de pardonner quand il serait plus facile de haïr. C'est donner des chances quand il serait plus facile de fermer la porte.
C'est aimer quand il serait plus facile d'être indifférent. Merci de nous avoir appris cela, grand-mère. Merci d'être notre héros. Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Elena a serré son petit-fils dans ses bras, incapable de parler sous le coup de l'émotion. Cet enfant, cette nouvelle génération, avait appris les leçons que ses propres enfants avaient dû apprendre de la manière la plus dure. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, Elena s'est assise seule dans son salon avec une tasse de thé, regardant les photographies qui ornaient les murs. Des photos de ses enfants petits, des photos d'Alejandro, des photos récentes de ses petits-enfants, des clichés de tous les dîners et célébrations des 3 dernières années. Elle a pensé à tout ce qui s'était passé, à toute la douleur, mais aussi à toute la guérison. Elle a pensé à cette nuit pluvieuse où elle pensait avoir tout perdu et elle a réalisé que, d'une certaine manière, elle avait dû tout perdre pour tout regagner, mais d'une manière plus significative. Sa maison n'était plus seulement un bâtiment rempli de souvenirs du passé. Désormais, elle était aussi remplie de moments nouveaux, de rires nouveaux, d'un amour reconstruit. Elena a regardé la photographie d'Alejandro posée sur la table. Nous y sommes arrivés, mon amour, a-t-elle murmuré à l'image. Ce fut douloureux, ce fut difficile, mais à la fin, nos enfants ont retrouvé leur chemin. Ils ne sont pas parfaits, mais ils essaient. Et c'est tout ce qu'une mère peut demander. Cette nuit-là, Elena a dormi en paix, sachant que même si le chemin avait été sombre et pénible, cela en avait finalement valu la peine. Ses enfants avaient appris les leçons les plus importantes de la vie. Des leçons qui ne peuvent s'apprendre qu'à travers la douleur et les conséquences, mais aussi à travers le pardon et la seconde chance. Et quelque part dans la ville, 3 adultes dormaient aussi, chacun avec la photo de sa mère sur sa table de chevet, rappel constant de ce qu'ils avaient failli perdre et de leur gratitude d'avoir eu une autre chance. L'histoire d'Elena et de ses enfants est devenue une légende dans la ville. Une histoire racontée comme un avertissement, mais aussi comme une inspiration. Une histoire sur la façon dont l'égoïsme peut détruire les familles, mais aussi sur la façon dont le repentir sincère et le pardon peuvent les reconstruire. Et pour Roberto, qui avait été l'instrument du destin cette nuit pluvieuse, c'était un rappel que nous sommes parfois au bon endroit, au bon moment pour une raison, qu'un petit acte de bonté peut changer non seulement une vie, mais toute une famille, toute une génération. 5 ans après cette nuit sous la pluie, Elena a fêté ses 73 ans. Sa santé était bonne pour son âge, bien qu'elle marchât plus lentement et eût besoin de sa canne plus souvent, mais son esprit était plus fort que jamais. Thomas avait prospéré dans ses affaires, mais il gérait désormais les choses différemment. Il avait mis en place un programme dans son entreprise où une partie des bénéfices servait à soutenir les familles ayant des parents âgés nécessitant des soins. Il avait également créé une fondation en l'honneur de son père Alexandre, qui fournissait des conseils financiers gratuits aux personnes âgées pour qu'elles ne soient pas victimes de fraude ou d'abus économiques. Chaque fois que j'aide un ancien à protéger ses économies, a dit Thomas à sa mère un jour, je repense à la façon dont nous t'avons tout pris et je m'engage à nouveau à ne jamais laisser cela arriver à quelqu'un d'autre s'il est en mon pouvoir de l'éviter. Patricia avait écrit un livre sur son expérience. Il s'intitulait « Les portes que j'ai fermées, confession d'une fille repentie ». Le livre était devenu un best-seller inattendu, résonnant auprès de milliers de personnes s'identifiant soit à Patricia, soit à Elena. Patricia faisait don de tous les bénéfices du livre à des maisons de retraite et des programmes de soutien familial. Dans la dédicace du livre, Patricia avait écrit « Pour ma mère, Elena Moral, qui m'a appris que l'amour véritable n'est pas celui qui ne faillit jamais, mais celui qui trouve la force de pardonner et de reconstruire après la chute. Et pour ma fille Sophia, avec l'espoir qu'elle n'ait jamais à apprendre ces leçons de la manière douloureuse dont je les ai apprises. » Ricardo s'était marié, chose que personne dans la famille n'attendait. Il avait rencontré une femme nommée Anna, qui travaillait comme infirmière dans la résidence pour personnes âgées. Anna était une femme compatissante et patiente qui a vu en Ricardo quelque chose que lui-même ignorait posséder, un cœur capable d'un amour profond et sincère. Le mariage fut petit mais magnifique, célébré dans le jardin de la maison d'Elena. Durant ses vœux de mariage, Ricardo a remercié publiquement sa mère de lui avoir appris, même de la manière la plus dure, ce que signifie réellement l'amour et l'engagement. « Maman, a dit Ricardo d'une voix émue, j'ai failli détruire ma vie par égoïsme, mais tu m'as donné une seconde chance qui m'a permis de devenir un homme dont je peux enfin être fier. Merci de ne pas avoir abandonné avec moi, même quand je m'étais abandonné moi-même. »
Anna et Ricardo ont nommé leur première fille Elena, en l'honneur de la grand-mère qui avait sauvé sa famille. Don Ernesto, le vieil homme qui avait embarqué Thomas, s'éteignit à l'âge de 87 ans. Mais il ne mourut pas seul, comme il l'avait tant redouté. Il mourut entouré d'amour, Thomas lui tenant la main et lui lisant des poèmes que le vieil homme aimait. Les enfants de Don Ernesto arrivèrent finalement pour l'enterrement, mais ils arrivèrent tard, comme toujours. Thomas les regarda avec un mélange de pitié et de dégoût, voyant en eux la personne qu'il avait été et se promettant de ne jamais le redevenir. Lors de l'oraison funèbre, Thomas prononça un éloge émouvant, dont Ernesto m'a sauvé la vie. Pas de la manière dramatique dont Roberto a sauvé ma mère, mais d'une manière tout aussi importante. Il m'a sauvé de l'homme que j'allais devenir, le genre de fils que ses propres enfants ont été pour lui. Il m'a appris, à travers sa douleur et sa solitude, la valeur d'être présent pour nos parents tant que nous le pouvons encore. Roberto resta une présence constante dans la vie d'Elena. Ils étaient devenus les meilleurs amis du monde, unis par cette nuit qui avait changé tant de vies. Roberto ne s'était jamais remarié après le décès de sa femme des années plus tôt, et Elena n'avait jamais cherché à remplacer Alexandre. Mais ils trouvèrent dans leur amitié une compagnie précieuse et réconfortante. Les dimanches après-midi devinrent sacrés. Toute la famille se réunissait chez Elena pour le repas. Ce n'était pas obligatoire, personne ne les forçait, mais tout le monde voulait être là. Les petits-enfants couraient dans le jardin, Patricia et Sofia cuisinaient avec Elena, les hommes discutaient au salon. C'était exactement ce dont Elena avait rêvé durant toutes ces années de solitude. Un dimanche particulier, alors que tout le monde était réuni, une visiteuse inattendue arriva. C'était Sofia Ramirez, la journaliste, mais cette fois elle ne venait pas pour un reportage. Elle venait avec sa propre mère, une femme de 70 ans qui marchait avec difficulté. « Madame Elena », dit Sofia les yeux brillants. « Après avoir écrit votre histoire, j'ai eu une conversation difficile avec moi-même. J'ai réalisé que, même si je n'avais pas abandonné ma mère comme vos enfants l'avaient fait, je n'étais pas non plus la fille qu'elle méritait. J'étais toujours trop occupée. J'avais toujours une excuse pour ne pas la voir plus souvent. » Sofia serra sa mère dans ses bras. « Votre histoire m'a réveillée. Elle m'a fait comprendre que le temps est limité et que je ne voulais pas regarder en arrière avec des regrets. Je suis donc venue vous remercier personnellement. Votre histoire n'a pas seulement sauvé votre famille, elle a aussi sauvé la mienne. » Elena prit les deux femmes dans ses bras. « C'est pour cela qu'il vaut la peine de partager nos histoires, même les plus douloureuses. Car on ne sait jamais qui l'on peut aider, qui l'on peut réveiller avant qu'il ne soit trop tard. » Cet après-midi-là, alors que le soleil se couchait sur la maison pleine de famille et d'amis, Elena s'assit dans le jardin, à l'endroit même où Alexandre s'asseyait pour lire son journal chaque matin. Elle ferma les yeux et put sentir sa présence, presque comme s'il était assis à ses côtés. « Tu vois, mon amour, murmura-t-elle au vent. Nos enfants ont trouvé leur chemin. Ce fut un chemin sombre et douloureux, mais ils ont fini par revenir vers nous, vers ce que nous avons essayé de leur enseigner. » Une brise légère souffla sur les fleurs sauvages que Ricardo avait plantées. Et Elena aurait pu jurer entendre la voix d'Alexandre dans ce vent. « J'ai toujours su qu'ils le feraient, mon amour, car ils ont eu la meilleure des enseignantes. » Elena sourit en essuyant une larme. Ce n'était pas une larme de tristesse, mais de gratitude. Gratitude d'avoir survécu à la tempête. Gratitude d'avoir trouvé la force de donner une seconde chance. Gratitude de voir sa famille reconstruite et plus forte qu'avant. Les années suivantes s'écoulèrent avec la douceur qui ne vient qu'après avoir connu l'amertume. Elena vit grandir ses petits-enfants, certains entrant déjà à l'université. Elle vit ses enfants devenir de meilleurs parents grâce aux leçons apprises. Elle vit son histoire en inspirer d'autres à chérir leurs parents, à ne pas attendre qu'il soit trop tard. Quand Elena fêta ses 75 ans, la famille organisa une célébration spéciale. Il n'y avait pas seulement ses enfants et petits-enfants, mais aussi des dizaines de personnes dont les vies avaient été touchées par son histoire, des résidents de la maison de retraite où ses enfants faisaient du bénévolat, des familles qui avaient lu le livre de Patricia et s'étaient réconciliées avec leurs propres parents, des gens qui avaient écouté le discours de Roberto et décidé d'être de meilleurs fils. Durant la fête, une surprise arriva. Le maire de la ville vint remettre une reconnaissance officielle.
La ville nommait un centre communautaire pour personnes âgées en l'honneur d'Elena, le centre de la famille Elena Moral. Madame Elena, dit le maire, votre histoire nous a tous enseigné quelque chose de vital. Elle nous a montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer, que le pardon est possible même après les trahisons les plus profondes, et que l'amour d'une mère est une force capable de transformer les cœurs les plus endurcis. Elena était submergée par l'émotion. Elle regarda ses enfants qui pleuraient de fierté, ses petits-enfants qui la regardaient avec admiration, et Roberto, qui lui fit un clin d'œil approbateur. « Je ne suis pas une héroïne », dit Elena quand elle put enfin parler. « Je suis juste une mère qui a fait ce que n'importe quelle mère ferait, donner une seconde chance. Je suis une femme qui a eu la bénédiction d'être secourue dans son moment le plus sombre par un ange nommé Roberto. Je suis quelqu'un qui a appris que la douleur peut se transformer en croissance, que l'obscurité finit par laisser place à la lumière. » Elena fit une pause en regardant chaque personne présente. « Si mon histoire peut enseigner quelque chose, j'espère que ce sera ceci, ne sous-estimez jamais la valeur de vos parents. Ne supposez jamais qu'ils seront toujours là. Le temps est limité et précieux. Ne le gaspillez pas dans des choses qui, au final, n'ont pas d'importance. Car quand viendra le dernier jour, la seule chose qui comptera sera l'amour que vous avez donné et celui que vous avez reçu. » La pièce éclata en applaudissements. Des gens essuyaient leurs larmes, s'enlaçaient. Certains sortirent même leur téléphone pour appeler leurs propres parents à l'instant même. Ce soir-là, après le départ de tous, Elena s'assit dans sa chambre en regardant les photos de sa vie. Il y avait la photo de son mariage avec Alexandre, si jeune et plein d'espoir. Des photos de ses enfants bébés, enfants, diplômés. Des photos récentes de toute la famille réunie, souriante, vraiment heureuse. Et il y avait cette photo de la nuit pluvieuse, prise par Sofia des semaines plus tard, montrant l'auvent où Roberto l'avait trouvée. Ce n'était pas une belle photo, mais elle était importante. C'était un rappel d'où elle venait, de ce à quoi elle avait survécu, du chemin parcouru. Elena toucha la photo avec douceur. « Merci », murmura-t-elle. Elle n'était pas sûre de savoir à qui elle s'adressait. À Dieu, au destin, à Alexandre, à Roberto, peut-être à tous à la fois. Merci de ne pas m'avoir laissé mourir sous cette pluie. Merci de m'avoir donné la force de continuer. Merci de m'avoir permis de voir ce jour. Le lendemain matin, Elena se réveilla au son de rire dans son jardin. Elle regarda par la fenêtre et vit ses 3 enfants et plusieurs de ses petits-enfants lui préparer un petit déjeuner surprise. Thomas essayait de faire des pancakes et les brûlait misérablement. Patricia le grondait affectueusement tout en sauvant la situation. Ricardo avait apporté des fleurs fraîches du marché et les disposait dans un vase. C'était une scène ordinaire, domestique, simple. Mais pour Elena, qui se souvenait de ces jours sombres où elle pensait ne plus jamais revoir ses enfants, où elle pensait avoir perdu sa famille pour toujours, cette scène simple était un miracle. Elle s'habilla et descendit lentement. Quand elle entra dans la cuisine, ses enfants crièrent, surprise, et l'entourèrent de leurs bras. « À quoi devons-nous cela ?» demanda Elena en souriant. « Avons-nous besoin d'une raison pour fêter notre mère ?» répondit Thomas en l'embrassant au front. « On voulait juste que ta journée commence de la meilleure façon possible », ajouta Patricia. « Parce qu'on t'aime », dit simplement Ricardo, « et parce que chaque jour avec toi est un cadeau qu'on a failli perdre. » Elena s'assit à table entourée des siens, mangeant des pancakes brûlés qui avaient un goût de paradis parce qu'ils étaient faits avec amour. À ce moment-là, elle sut avec certitude que tout cela en avait valu la peine. Toute la douleur, toute l'obscurité, toute la lutte en valait la peine pour cet instant, pour cette famille reconstruite, pour cet amour retrouvé. L'histoire d'Elena Moral et de ses 3 enfants devint plus qu'une simple anecdote locale, elle devint un symbole de rédemption, de seconde chance et du pouvoir transformateur de l'amour véritable. Mais pour Elena, il ne s'agissait pas d'être un symbole ou une inspiration. Il s'agissait simplement d'être mère, d'aimer ses enfants même quand ils ne l'aimaient pas, d'avoir foi en la capacité de changement de l'être humain. Et elle avait raison, les gens peuvent changer. Ses enfants en étaient la preuve vivante. Des années plus tard, quand Elena eut 82 ans et que sa santé commença à décliner, elle ne mourut pas seule dans une maison de retraite. Elle ne mourut pas en se demandant si ses enfants l'aimaient. Elle mourut dans sa propre maison, dans son propre lit, entourée de ses 3 enfants qui ne quittèrent pas son chevet durant ces derniers jours.
Thomas lui tenait une main, Patricia l'autre, et Ricardo était assis au pied du lit, massant doucement ses pieds fatigués, comme il le faisait quand il était enfant et qu'elle rentrait épuisée du travail. « Vous avez peur ?» leur demanda Elena d'une voix faible dans l'un de ses derniers moments de lucidité. « Oui, » admit Patricia en pleurant. « On ne veut pas te laisser partir. »« Mais, » ajouta Thomas la voix brisée, « nous sommes aussi reconnaissants. Reconnaissants d'avoir eu ces dernières années avec toi. Reconnaissants d'avoir pu réparer les choses avant qu'il ne soit trop tard. » Et n'ayez pas peur, leur dit Elena avec un faible sourire. Nous avons eu notre temps. Ce ne fut pas parfait, mais ce fut réel. Et au final, c'est la seule chose qui compte. Tu nous as pardonné, maman ? Demanda Ricardo, ayant besoin de l'entendre une dernière fois. Tu nous as vraiment pardonné ce qu'on t'a fait ? Et Elena les regarda tous les trois, ses deux fils et sa fille, qui furent ses bébés, qui la trahirent autrefois de la pire des façons, et qui devinrent ensuite les enfants qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. « Je vous ai pardonné il y a longtemps, dit-elle doucement. Mais le plus important, c'est que vous vous soyez pardonné à vous-même et que vous soyez devenus de meilleures personnes. Ce fut toujours mon plus grand souhait pour vous. » Elena ferma les yeux un instant, respirant avec difficulté. Lorsqu'elle les ouvrit de nouveau, il y avait en eux une paix que ses enfants n'avaient jamais vue auparavant. « Vous voyez cette lumière ?» chuchota-t-elle en regardant vers un coin de la pièce où ses enfants ne voyaient rien. « C'est votre père, il est venu me chercher. »« Maman ?» commença Patricia, mais Elena leva légèrement la main. « Tout va bien, mon amour, c'est l'heure. Mais je veux que vous sachiez une chose. » Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Cette nuit-là, sous la pluie, quand je pensais avoir tout perdu, je n'aurais jamais imaginé que des années plus tard, je serais ici, entourée de tant d'amour. La vie est étrange ainsi. Parfois, il faut tout perdre pour gagner ce qui compte vraiment. »« Nous t'aimons, maman, » dirent les trois à l'unisson, leur voix se mêlant à leurs sanglots. « Et moi, je vous aime, » répondit Elena. « Je vous ai toujours aimé, même quand vous m'avez fermé vos portes, même sous la pluie, je vous ai toujours aimé parce que c'est ce qu'une mère fait. Elle aime sans condition, sans limite, sans fin. » Ce furent les dernières paroles d'Elena Moral. Elle mourut en paix, un sourire aux lèvres, tenant les mains de ses enfants, entourée de l'amour qu'elle avait tant lutté pour récupérer. Lors de ses funérailles, les mots manquèrent pour décrire qui avait été Elena. Thomas parla de sa force. Patricia parla de sa grâce. Ricardo parla de sa capacité à pardonner. Roberto parla de sa dignité, même dans les moments les plus sombres. Mais ce fut la petite fille d'Elena, Sofia, désormais âgée de 21 ans, qui captura le mieux l'essence de sa grand-mère. « Ma grand-mère Elena m'a appris que l'amour véritable n'est pas celui qui n'affronte jamais de problème, » dit Sofia devant l'assemblée réunie. « L'amour véritable est celui qui survit aux problèmes, celui qui se reconstruit après s'être brisé, celui qui devient plus fort là où il a été blessé. Ma grand-mère nous a appris qu'il vaut toujours la peine de donner des secondes chances parce que les gens peuvent changer. Nous en sommes la preuve. » Des années après les funérailles d'Elena, le centre de la famille Elena Moral continuait de fonctionner, aidant des centaines de familles à se réconcilier, apportant un soutien aux personnes âgées et offrant une thérapie familiale à ceux qui en avaient besoin. À l'entrée du centre se trouvait une plaque avec une photo d'Elena et une citation d'elle. « L'amour d'une mère n'est pas celui qui ne faillit jamais, mais celui qui trouve la force de pardonner et de reconstruire après la chute. » Thomas, Patricia et Ricardo poursuivirent leur travail en l'honneur de leur mère. Chacun à sa manière dédia le reste de sa vie à s'assurer qu'aucune autre personne âgée n'ait à traverser ce que leur mère avait vécu, et qu'aucun autre enfant ne commette les erreurs qu'ils avaient commises. Et les nuits de pluie, quand la ville devenait silencieuse, hormis le son de l'eau frappant le pavé, on disait qu'en écoutant attentivement, on pouvait entendre l'écho de cette nuit d'il y a tant d'années. La nuit où une mère marcha seule sous la tempête, la nuit qui faillit détruire une famille, mais qui finit par la sauver. Parce que parfois, les leçons les plus importantes de la vie arrivent enveloppées dans la douleur la plus profonde, et parfois, il faut traverser la tempête la plus sombre pour apprécier la lumière du soleil qui vient après. L'histoire d'Elena Moral n'est pas seulement une histoire d'abandon et de rédemption. C'est une histoire sur le pouvoir transformateur de l'amour maternel, sur la capacité humaine à changer, sur l'importance des secondes chances et sur le fait qu'il n'est jamais,
jamais trop tard pour bien faire. Et c'est une leçon qu'il vaut la peine de se rappeler, maintenant et pour toujours. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui vous feront réfléchir sur ce qui compte vraiment dans la vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, car nous ne savons jamais qui a besoin d'un rappel de la valeur de la famille et de l'amour véritable. Et ne manquez pas la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran, où nous vous raconterons une autre histoire vraie qui vous émouvra jusqu'aux larmes. Rappelez-vous, la famille est le trésor le plus précieux que nous ayons. N'attendons pas de la perdre pour nous rendre compte de sa valeur. On se retrouve dans la prochaine vidéo, et que Dieu bénisse toutes les mères du monde qui donnent tout pour leurs enfants sans rien attendre en retour.